Ce midi, au Radio-Journal. オリンピアードを記念する東京大会の開会を宣言します。 Les Jeux olympiques de Tokyo sont officiellement ouverts. Ottawa offre l'asile aux Afghans qui ont aidé le Canada. Ces personnes ont servi de traducteurs à nos soldats sur le champ de bataille et, dans bien des cas, leur ont sauvé la vie. Et la ville de Whistler est frappée à son tour par la pénurie de main-d'œuvre. Bonjour, ici Naïla Bendali. L'empereur japonais Naruhito a déclaré l'ouverture officielle des 32e Jeux olympiques d'été au terme d'une cérémonie de plus de 3 heures à Tokyo. Notre envoyé spécial Robert Frozy est avec nous pour en parler. Robert, c'est une cérémonie un peu particulière qui a eu lieu ce matin. Oui, en fait, on aura attendu pour les Tokyoïtes et les Japonais 2872 jours, date à laquelle Tokyo avait été élue ville hôtesse. C'était une cérémonie en fait remplie de sobriété, un petit peu à l'image d'un peuple qui ne veut pas vraiment faire la fête. Il faut dire que le Japon est frappé de plein fouet par la pandémie avec un record de cas de Covid, un état d'urgence qui est décrété jusqu'à la fin des Jeux, et des Japonais qui sont presque unanimes à avoir demandé un report des Jeux, une annulation par crainte d'une aggravation de la situation avec la venue de visiteurs étrangers. D'ailleurs, le Premier ministre Shinzo Abe, on peut le dire, on le dit ici, joue son avenir politique en ayant maintenu ses jeux contre vents et marées et sa cote de popularité n'a jamais été aussi basse. Il pourrait même en payer le prix aux élections d'automne. Et il y a même ce spectre d'une annulation qui plane toujours au-dessus des Jeux. C'est une éventualité si les cas de Covid explosent. C'est ce qu'a déclaré le directeur général des Jeux, Toshiro Muto. Et Robert, même chez les Canadiens, la délégation à la cérémonie n'était pas très nombreuse. Ben oui, dans le stade vide, la délégation canadienne n'avait pas plus de 40 athlètes, ce qui contrastait en fait avec les éditions précédentes qui en envoyaient défiler des centaines. Signe aussi que la pandémie est omniprésente, peu de dignitaires étrangers d'importance. Seule la première dame des États-Unis, Jill Biden, le président Emmanuel Macron de France ont fait le voyage. Et enfin, le pays du soleil levant aura beaucoup de travail à faire pour faire rayonner ces Jeux dans le monde entier. Robert Frozy à Tokyo, merci beaucoup. Au revoir. Le Canada devrait accueillir d'ici quelques semaines des Afghans qui ont aidé les diplomates et les militaires canadiens pendant la guerre. Ottawa accélère ses efforts pour offrir l'asile à des interprètes et du personnel d'ambassade qui sont aujourd'hui menacés par les talibans. Et comme l'explique Juliane Lapointe, le gouvernement Trudeau a déjà commencé le travail sur le terrain. Le gouvernement annonce qu'à compter d'aujourd'hui, il commence à traiter les demandes d'asile de la part des interprètes. On parle de personnes qui ont collaboré avec les Forces armées canadiennes, mais aussi les cuisiniers, le personnel d'entretien, ceux qui ont travaillé à l'ambassade du Canada en Afghanistan et leurs familles. Le gouvernement dit que les premiers ressortissants devraient arriver au cours des prochaines semaines, mais sans donner de date exacte. Ottawa reconnaît qu'il faut agir rapidement avec le retrait des troupes américaines et le retour en force des talibans, parce que ces interprètes sont considérés un peu comme des traîtres en Afghanistan. Ils craignent pour leur vie. Voici le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino. Tant de citoyens afghans se sont mis en danger pour aider le Canada pendant et après notre mission de combat en Afghanistan. Maintenant, ils font face à des menaces encore plus grandes de la part des talibans et nous ne laisserons pas derrière. Pour des raisons de sécurité, certains renseignements vont demeurer confidentiels, par exemple l'identité des personnes qui pourront être réinstallées au pays, la façon dont elles seront évacuées et à quel moment elles arriveront. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa. Depuis le relâchement des restrictions sanitaires en Colombie-Britannique il y a 3 semaines, le tourisme, est en hausse. C'est le cas à Whistler où les visiteurs sont au rendez-vous, mais pas la main-d'œuvre. Bien des commerces se voient donc forcés de réduire leurs heures d'ouverture. Dominique Arnoldi s'y est rendu. Presque devenue ville fantôme lors du dernier confinement en mars dernier, Whistler résonne à nouveau des voix des touristes, comme celle de Jean et Nathalie venus du Québec. D'habitude, on va dans le sud ou dans les Caraïbes ou Floride et on voulait pas faire des tests de COVID et tout, puis on voulait visiter notre pays. Fait qu'on a décidé de venir à Vancouver puis Whistler. On a rencontré beaucoup de Québécois aussi, il y en a beaucoup. Un achalandage équivalent à 60% du tourisme pré-COVID, qui donne lieu à un certain optimisme, mais aussi à des inquiétudes, explique le propriétaire du restaurant Crête-Montagne, Michel Gagnon. En ce moment, j'ai 50% de moins d'employés qui travaillent. Par conséquent, on n'est pas ouvert le soir.
2 périodes de fermeture et 1 an et demi de restrictions ont forcé l'exode de la plupart des travailleurs étrangers, source de main-d'œuvre essentielle à Whistler. Certains opérateurs travaillent avec l'ambassade du Canada à Paris pour inciter les Français à travailler dans d'autres provinces que le Québec, explique Marc Desrosiers, porte-parole du Barefoot Bistro. Il faut aussi être imaginatif. Entre-temps, même si le service est de nouveau permis à l'intérieur des restaurants et que les masques ne sont plus obligatoires en Colombie-Britannique, plusieurs opérateurs restent prudents. On n'est pas reparti en grande, donc graduellement, on rajoute des tables, mais toujours en étant très conscient de garder une certaine distance. Il faut être prudent, il y a les variants qui peuvent être menaçants, donc il faut maintenir une vigilance. Ici Dominique Arnoldi, Radio-Canada, Whistler. La tour du CN à Toronto a accueilli ce matin ses premiers visiteurs depuis le début de la pandémie. Cette réouverture symbolise le retour des touristes au centre-ville de la métropole, un moment très attendu par les commerçants. La ministre fédérale des Services publics et de l'approvisionnement, Anita Anand, a tenu à rappeler qu'il est important de respecter les mesures sanitaires malgré la réouverture du site. Nous devons continuer de porter les masques et de rester à la maison si c'est possible parce que ça, c'est la première étape de la réouverture. Par ailleurs, une annonce a été faite pour l'amélioration des installations au sommet de la tour. À l'international, au Yémen, un pétrolier abandonné a coulé dans le golfe d'Aden sur une vingtaine de kilomètres. Le gouvernement yéménite et l'ONU s'inquiètent de l'impact environnemental de cette catastrophe sur les écosystèmes. Les précisions de Léo Kalinda. Selon les responsables du port d'Aden, les dégâts s'étendent sur 20 kilomètres. Les résidus de pétrole ont même atteint la réserve naturelle d'Al-Houswa. La vie marine est menacée. Des poissons empoisonnés se sont échoués sur le rivage, affirme Ahmed Fahim du Bureau pour la protection de l'environnement à Aden. Cette marée noire dans la mer Rouge aura un impact environnemental grave et durable. La mer Rouge abrite une multitude d'espèces, notamment des tortues et des mammifères marins. 25% du littoral yéménite est recouvert de récifs coralliens qui sont en danger. Les écosystèmes locaux fournissent les moyens de subsistance de toute la région. Le déversement de tout ce pétrole va également ruiner les pays voisins de la mer Rouge, traversés chaque année par 20 000 navires. L'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde pourrait être paralysée. Ici Léo Kalinda, Radio-Canada, Montréal. Et puis, les funérailles du président haïtien assassiné, Jovenel Moïse, se sont déroulées sous haute tension en Haïti. Au début de la cérémonie, des centaines de manifestants ont affronté la police près des lieux. Des coups de feu ont été tirés et des gaz lacrymogènes ont été utilisés, mais aucune victime n'a été signalée. La délégation américaine et plusieurs autres dignitaires présents aux obsèques ont été précipitamment reconduits dans leur véhicule à l'annonce des violences.